Voici plusieurs mois que Félix Tshisekedi et Paul Kagame font assaut d'invectives à mesure que la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, où les rebelles du M23 combattent l'armée congolaise, se dégrade. Cette escalade verbale vient de franchir un nouveau seuil. Le 3 décembre, devant un parterre de 250 jeunes venus de 26 provinces du pays, le président congolais a encore haussé le ton. Le régime rwandais, avec Paul Kagame à sa tête, est l'ennemi de la RDC, a-t-il lancé, appelant ses compatriotes à ne pas considérer les Rwandais comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades. C'est Félix Tshisekedi qui l'a dit. Eh bien, que vous inspirent ces déclarations du président congolais? Doit-on y voir une déclaration de guerre contre Kigali ou alors de simples calculs politiques en vue des élections à venir? Voici autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle édition du Point sur l'actualité sur les antennes de Foyo Média Africa. 96.3 FM pour vous qui êtes à Douala et ses environs. Et Telsat et Amos accueillent ceux qui nous regardent sur leur petit écran. Et bien sûr, Facebook et YouTube pour ceux qui sont sur la toile, sans oublier ceux-là qui ont téléchargé l'application de Foyo Média Africa sur Play Store et tout cela nous honore. Et bien, vous l'avez suivi dans nos propos liminaires. Nous parlons de la crise, ou plutôt de la guerre, en République démocratique du Congo et notamment à l'Est, sous le prisme cette fois-ci des attaques verbales. Après Paul Kagame qui avait quand même estimé que Félix Tshisekedi se servait de la guerre à l'Est du pays pour vouloir repousser les élections, eh bien le président congolais cette fois-ci n'est pas passé par quatre chemins pour accuser directement Paul Kagame d'être le véritable problème, sinon l'ennemi de la République démocratique du Congo. On va en parler avec nos invités, parmi lesquels le consultant permanent Jonathan Batengeli est avec nous. Bonsoir Dieu. Bonsoir Bachir Mohamed Adam, bonsoir à tous nos co-panélistes, ceux que vous allez présenter, à tous les techniciens, tout le personnel for you, la direction générale des autorités de l'État du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense, ciment de l'unité et de l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Nous tenons aussi à saluer l'engagement de tous les soldats de par l'Afrique qui se battent pour que ce continent reste une terre de paix et qui éradique au quotidien les menaces sécuritaires qui pèsent sur chaque paisible citoyen que nous sommes. Nous disons à toutes les familles éplorées du fait du terrorisme et de toute l'insécurité nos sincères condoléances et à toutes les familles de soldats, leur disons du courage, tenez bon, leur sacrifice est un acte ultime pour la préservation de la paix sur notre continent. Et nous avons cette demande depuis déjà 3 mois. Notre sœur Edith Bucheri-Ballet, qui est embastillée de manière injuste par le dictateur des sports sanguinaires d'Abidjan, M. Alassane Dramane Ouattara, qui lui reproche simplement d'avoir éventré ses complicités dans la construction du mercenariat d'État avec 32 mercenaires de la jeune française qui sont écroués à Bamako, et on voit tous les efforts que la jeune française Paris déploie pour leur libération via les États voisins, notamment la CEDEAO. Hier, nous commentions les menaces de cette organisation fantoche qui essaie de déranger les autorités de transition à Bamako. Nous disons toute notre solidarité aux autorités de Bamako et nous demandons encore la libération inconditionnelle et sans délai d'Edith Bucheri-Ballet. C'est une grande dame, c'est une icône de la liberté, c'est une vaillante combattante. Grâce à elle, il y a eu une augmentation salariale en Côte d'Ivoire. C'est elle, la vraie héroïne. Et nous encourageons tous les leaders
de la société civile comme de la classe politique, à soutenir notre sœur Edith Puchéry-Baldé, à lui apporter son soutien et à braver les interdictions qui pèsent concernant les visites pour la concernant. Nous disons à la famille, courage, à elle-même Edith Puchéry, courage, courage. Tu es une icône pour nous, Puchéry. Tu es soutenu par tous les panafricains. En tout cas, beaucoup de courage à tu seras bientôt libre. Donc de la Côte d'Ivoire. Nous saluons la présence parmi nous de notre invité en duplex, c'est bien sûr Souleymane Hamzat qui est là. Souleymane, bonsoir. Bonsoir, cher frère Bachir Adam. Bonsoir, mon copanéliste. Bonsoir à la galaxie patriotique panafricaine et bonsoir aux techniciens à la direction de For You Media. Bonsoir l'Afrique. Souleymane Hamzat, et nous parlons de la République démocratique du Congo qui est en guerre contre le M23, même si les dirigeants pensent que la guerre est plutôt, si l'on veut, contre des soldats rwandais qui se font passer pour ce M23. Et on a suivi, il y a de cela quelques heures, j'allais dire 48 heures, les déclarations du président Félix Tshisekedi. Je voudrais tout d'abord vous proposer de l'écouter, pourquoi pas, pour ne rien inventer, et puis revenir recueillir vos différents avis. On va écouter le président Tshisekedi. Ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Tels sont les propos du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, lors d'une rencontre avec une délégation de jeunes Congolais au sujet du conflit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Après plusieurs tentatives de processus de paix entreprises par les organisations sous-régionales, les tensions ne faiblissent pas entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Félix-Antoine Tshisekedi accuse son homologue Paul Kagame d'initiateur de guerre. Nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. On a dû encore prolonger. Mais c'est à cause justement des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais. J'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Ont exacerbé les tensions avec le Rwanda voisin que la République démocratique du Congo accuse d'encourager la milice. Kigali dément toute implication. Merci donc à la rédaction pour cet élément. Je crois avoir reconnu la voix de Emamoto. Eh bien, Souleymane Hamzat, pourquoi ne pas commencer par vous, justement? On a écouté le président Tshisekedi. Que vous inspirent ces déclarations? Ben, écoutez, il faut craindre de telles déclarations parce que venant surtout d'un dirigeant de son rang, n'est-ce pas, il faut craindre, fort à craindre, non seulement du côté congolais, mais du côté aussi de Kigali. On rentre dans des invectives, n'est-ce pas, qui créent une dissension déjà au niveau étatique, mais partant risque de diviser deux grands peuples qui sont en réalité des peuples frères et voisins. Alors, il n'est pas craint que des propos de ce genre ne puissent se répéter. Et je pense que dans le cadre du règlement des conflits, il faut éviter de tels n'est-ce pas, propos qui n'augurent pas d'un lendemain de paix. Aujourd'hui, les populations africaines, et plus particulièrement celles du Congo démocratique, qui sont vouées à un génocide depuis plus de 10 ans, n'est-ce pas, n'arrêtent de réclamer la paix, la quiétude, la sérénité, le calme. Et voilà que son dirigeant, qui, pour une raison ou une autre, s'en prend à son voisin dans des conditions verbalement un peu agressantes, et l'autre aussi, qui, nous le connaissons bien, ne se laisse pas, pour qui connaît Paul Kagame, ne se laisse pas marcher dessus, mais répond du tic au tac. Où nous amènerons ce genre de réaction venant de nos dirigeants, ben, l'avenir nous dira. Justement, le président Tshisekedi n'aurait pas fait ces déclarations en ayant quand même en sa possession un certain nombre d'éléments d'enquête qui lui permettent d'affirmer cela.
Ben, écoutez, il faut remonter déjà à ce coup d'État manqué. Vous savez, il y a quelques mois, il y a eu un coup d'État manqué en RDC qui est passé sous silence. Un coup d'État qui, à l'issue duquel un certain nombre de généraux ont été mis aux arrêts. Ensuite, il a été évoqué, n'est-ce pas, l'intégration des forces rwandaises remontant de l'époque Kagame, n'est-ce pas, ces généraux rwandais qu'on a traités, en tout cas d'origine rwandaise, qui ont été traités de traîtres, n'est-ce pas, la nation, qui ont été arrêtés et pour d'autres mises en détention. Écoutez, jusqu'à là, le rapport final de cette tentative de coup d'État n'a pas été révélé au grand jour. Et il sache, disons, du moins, je pense que ce rapport-là révèle un certain nombre de vérités, de réalités auxquelles sont confrontés du point de vue sécuritaire aujourd'hui l'appareil d'État actuel de la République démocratique du Congo. D'autre part, allez comprendre aussi les propos du président Kagame qui dit, n'est-ce pas, que à son avis, lui, Paul Kagame, que le président congolais n'aurait pas été élu dans les règles de l'art. Donc vous voyez à quel point les deux s'attaquent de manière verbale. Bon, encore, souhaitons que ces attaques-là ne soient que verbales. Si elles doivent s'installer dans la durée et accoucher, n'est-ce pas, ouvrir la boîte de Pandore et faire sortir les démons des ténèbres, souffrez que les deux peuples rentrent en guerre et ce n'est pas le souhait ni de la galaxie patriotique panafricaine, ni des analystes que nous sommes, et encore moins des deux peuples, c'est-à-dire rwandais et congolais. Ou est-ce que, justement, connaissant que tout est possible en politique, est-ce qu'on ne serait pas en train aussi d'être quand même, comment dire, malmené, joué? Est-ce qu'il n'y a pas un jeu politique entre Kagame et Tshisekedi, quand on sait quand même que dans quelques mois, il y a les élections qui approchent du côté de la RDC? Je viens de vous le dire précédemment, compte tenu des propos tenus par le président Paul Kagame, qui trouve que son frère de la RDC Congo a été mal élu, n'est-ce pas, il ne mérite pas ce poste. Voilà un des facteurs qui pousse à ce genre d'agitation. Mais n'oubliez pas, le phénomène récurrent, n'est-ce pas, du côté géopolitique et surtout minéralier de la RDC Congo. Le Congo reste à tout point de vue et à tout égard un scandale géologique. On a vu ici sur vos antennes, n'est-ce pas, des avions décoller des forêts sans autorisation de vol, sans aucun plan de vol, bourrés de minerais, c'est-à-dire pillés à cet état-là. Donc, derrière tout ça, le Congo accuse le Rwanda d'être derrière toute cette machine. Mais n'oublions pas le troisième larron. Celui-là, n'est-ce pas, selon la théorie du complot qui veut qu'il y ait des mains fantomatiques derrière tout ça. Et ce n'est pas caché. Il n'y a rien de fantomatique en la matière. Les succursales occidentales sont derrière ce vacarme-là en RDC Congo. L'État français, n'est-ce pas, qui n'arrive pas à contrôler à tout va, comme cela fut par le passé, n'est-ce pas, l'apanage, les richesses du Congo, et d'autre part, aujourd'hui, une nouvelle classe quand même qui ouvre l'œil et qui cherche à comprendre un certain nombre de choses. Vous verrez même que la jeunesse a été conviée, n'est-ce pas, à se mobiliser. Je pense que c'est une erreur fatale de la part du président congolais. On ne mobilise pas une jeunesse conforme en un temps record, soit-il encore capable de le faire à l'après militaire qui ne dure que 18 mois, dont la formation commune de base qui est de 6 mois. Je me demande à quel stade ou à quel point le peuple congolais, cette jeunesse en particulier recrutée, sera prêt, formé dans les règles de l'art pour parer à toute éventualité d'attaque venant du Rwanda. Alors il va falloir que les deux présidents sachent raison garder, et surtout dans le cadre du règlement de ce conflit-là qui n'arrête pas de durer depuis des décennies, que véritablement des organisations comme l'UA et d'autres, l'ONU, s'y mêlent, mais de manière conséquente. Alors, ceux-là aussi sont décriés à leur manière
la suite du débat nous le dira, pour ne pas monopoliser la parole. Merci Suleiman Hamzat. Alors Jonathan Batengene, est-ce que vous y voyez une erreur dans la communication du président Tshisekedi face à ces jeunes? Comme on le constate, et Suleiman a essayé d'aborder ça, on est dans un jeu de ping-pong. La cuisine de la CIA est en ébullition. Les éléments qui étaient mobilisés pour le contrôle de ce que les États-Unis appellent la géopolitique des Grands Lacs, ces éléments sont devenus instables. C'est comme des électrons qu'on essaye de voir au microscope ou avec des instruments spécialisés. Il y a des entités plus petites autour de l'électron qui apparaissent et qui disparaissent sans qu'on puisse les contrôler. C'est ce qui se passe de plus en plus. Tshisekedi se rend compte qu'il a une patate chaude qui lui a été filée. Il n'avait pas l'expertise et encore moins l'expérience pour gérer ce genre de crise. On a tout fait pour enlever Kabila qui maîtrisait un peu le dossier. Il se rend compte qu'il n'est pas l'homme de la situation. Il a essayé à l'intérieur de la cuisine de discuter avec son collègue, parce que c'est tous des agents de la CIA. Il a essayé de discuter avec son collègue de l'éventualité d'une résolution pacifique de la chose. Et les enjeux sont au-delà de ce qu'il avait mesuré. Il y a un pays comme le Rwanda qui vit de près de 70% sur l'économie de contrebande en RDC. Le Rwanda n'entend pas perdre sa prospérité économique pour de simples enjeux de paix en RDC. Alors, si je vous ai bien compris, ça pourrait aussi, si c'est avéré que le Rwanda soutient le M23, c'est pas un doute. D'accord. C'est pas nous qui le disons. L'Union européenne l'a dit. Les États-Unis l'ont dit. Oui. L'Angleterre l'a dit. Et de plus en plus... Et le Rwanda a été représenté par son ministre des Affaires étrangères voilà, à la discussion de Luanda. Tout à fait. En tout cas, il y a beaucoup d'éléments qui pourraient amener à ça. Alors est-ce que cela pourrait être considéré comme un moyen de chantage, justement, de Kigali contre Kinshasa pour ne pas perdre sa manne? Vous l'avez dit, le Rwanda vit quand même en grande partie des ressources. De l'économie de contrebande en RDC. C'est tout ce que le Rwanda fait depuis. C'est essayer de faire du chantage, de gagner du temps, de prolonger le système et de le faire subsister. Et le Rwanda laisse miroiter aux États-Unis que dans leur géopolitique des Grands Lacs, ils vont parvenir à une sécession en RDC, parce que l'objectif c'est la sécession. Il faut créer une solution qui va handicaper ou bien va amputer la RDC de toutes ses ressources à l'Est et va permettre au Rwanda de contrôler un deuxième grand État Tutsi qui sera un État satellite avec lequel il pourra exploiter les ressources de la RDC. Surtout que le M23, il faut le rappeler, M23, c'est des forces spéciales de l'armée rwandaise qui ont aidé et qui ont participé au combat dans la première guerre du Congo, puis la deuxième guerre du Congo, 97-98 et 98-2000. Donc c'est des personnes qui ont une expérience, ils ont recruté, ils ont engagé déjà un processus d'endogénéisation du combat. Vous entendez de plus en plus de parler du phénomène des Congolais rwandophones. Ça veut dire qu'on est quitté de la rwandanité de l'individu à une sorte de congolité de l'individu. C'est-à-dire que l'individu commence à développer un sentiment légitime d'appartenance au sol congolais. Et de plus en plus, ils disent les Congolais rwandophones. Alors vous dites c'est les États-Unis contre les États-Unis dans cette guerre. Et tout à fait, tout à fait. Il faut noter une chose. L'Est de la RDC, nous l'avons expliqué plusieurs fois, l'Est de la RDC
depuis 1960, c'était Alan Dulles, le patron de la CIA, qui avait dans ses plans, dans les plans qu'il a concoctés avec Eisenhower, ils ont concocté les plans tels que il fallait que les États-Unis gardent le contrôle de la zone de la RDC. Et ils s'étaient rendu compte que l'Est était particulièrement riche en minerais qui intéressent les États-Unis dans leur course technologique. Donc, ils ont tout fait pour contrôler cette zone. Et c'est comme ça qu'ils ont créé la rébellion de Maurice Tshombe en fin d'année 1960. 1961, c'est cette rébellion qui avait la coordination du commissaire représentant de Belgique et qui était lui aussi un agent de liaison de la CIA. Ils ont engagé le crime contre Lumumba. Et c'est avec la rébellion de Maurice Tshombe qu'ils vont mater l'ensemble des résistants les anciens du MNC, le mouvement nationaliste congolais, qui était le parti de Lumumba, parti qui a gagné les élections en 1960. Donc, 1964, ils vont, avec Mobutu, lancer une grosse offensive contre les forces de Lumumba, les Lumumbistes qui étaient restés, et ils vont les mater totalement. Et le papa Tshisekedi, il était complice dans tout ça. Donc, Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a été moulé à cette mafia internationale, mais lui, il n'avait pas l'expertise pour être dirigeant. Il faut noter que de mauvaises langues ou bien certaines informations disent qu'il pratiquait un métier qui était très loin de la politique en Belgique. Et d'ailleurs, il ne suivait pas les cours autant avec assiduité. Il n'était pas l'étudiant modèle, il est arrivé là-bas, il pratiquait autre chose. C'est sa cuisine interne, Joe, on va pas retourner là-dedans. Non, mais c'est intéressant parce que ce parcours nous renseigne sur l'homme. C'est-à-dire qu'en termes même d'abord de mérite académique, ce n'est pas le meilleur exemple à proposer. Maintenant, en termes de cooptation, ce n'est pas l'homme politique aguerri. On peut dire de Moïse Katumbi, bon, il a des relations incestueuses avec les rébellions du Katanga, avec les groupes rebelles du Katanga. Mais au moins, Moïse Katumbi est au pays, il connaît les réalités, il vit les réalités. Il a été gouverneur sur des bases politiques. Ce n'est pas un gouverneur militaire, c'est un gouverneur sur des bases politiques. Alors que Tshisekedi, ce n'est pas la même chose. S'il bénéficie de l'aura que son père s'était tissé au sein de la sphère occidentale. Et c'est cette aura qui lui confère le leadership qu'il a aujourd'hui. Et donc, quand il prend le pouvoir, il y a les services secrets français, les services secrets états-uniens qui viennent de mettre à genoux le système Kabila. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils lui font miroiter qu'il va, à partir de certaines concessions avec le Rwanda, c'est d'ailleurs pourquoi en 2017, ils vont convenir de créer une société d'exploitation aurifère au Rwanda qui pourra transformer l'or qui est exploité dans l'est dans le sud Kivu. Donc, pour lui, il se disait que ces compromis-là permettraient finalement à l'est de respirer parce que le Rwanda aurait ce qu'il veut et le Congo sera finalement libéré. Ce qu'il ignore, c'est que ce n'est pas simplement l'or que le Rwanda convoite. Il y a d'autres ressources, le cobalt, le coltan. Il y a plusieurs ressources dans cette zone qui intéressent le Rwanda et qui sont déjà dans les circuits de contrebande. Et c'est ces circuits de contrebande qui permettent aussi la stabilité. Parce que, en outre, les réseaux militaires rwandais sont tels que s'il n'y a plus cet argent, plusieurs militaires peuvent faire défection. N'oublions pas que c'est un pays qui a connu une certaine stabilité avec Habyarimana. Avant Habyarimana, c'était un peu un bordel au Rwanda. Donc, c'est pas un pays qui a une structure définitive. Il y a une économie de contrebande qui donne un semblant de stabilité au Rwanda. Parce que les acteurs de la chaîne s'enrichissent illicitement et ça permet à chacun de se dire pendant cette période, on fait la paix des braves. Donc, s'il n'y a plus cette économie de contrebande, le président Kagame sait quel est le risque que le Rwanda encourt. Et il sait aussi qu'il y a les anciens combattants du FDLR qui sont soutenus par les Britanniques, qui sont en Allemagne. C'est un peu paradoxal, qui sont en Allemagne et qui n'ont jamais été arrêtés malgré les crimes qu'ils ont commis.
Donc, il sait que c'est une rébellion dormante qui pourrait être réveillée à tout moment et qui pourra revenir sur le territoire du Rwanda. Pour nous, nous pensons que la solution, elle ne peut pas se faire à l'intérieur du bloc états-unien. Tshisekedi, il a beau tenir un discours fracassant, mais c'est comme une querelle de deux frères. Ça ne dépasse pas la famille, ça reste dans la maison. C'est vrai que l'un peut, dans sa colère, finir par commettre un fratricide. Mais le fratricide même qui est commis, c'est encore géré par la famille. Ça pourrait être géré par les autorités. Mais si on sort de ce cadre-là, de la cuisine interne de la CIA, comme avait voulu faire Kabila, eh bien là, on donne une autre connotation au débat. Parce que Kabila ayant constaté que Tshisekedi... pardon, je vais prendre un autre exemple. Tshisekedi actuellement, il est en train de gueuler. Il gueule, parce que c'est... Excusez, mais c'est l'expression. Il est en train de gueuler carrément. Le Rwanda a gueulé le président... Il engueule le président Kagame. Est-ce qu'il sait que pendant que le Congo est sous embargo, ce matin, l'Union européenne débloque 21 millions d'euros pour armer le Rwanda? C'est ahurissant. À l'heure où l'Union européenne, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne se sont réunis il y a de cela 3 semaines. Et ils ont donné un ultimatum à Kagame en demandant à Kagame de cesser de soutenir les M23. Les mêmes personnes vous apprennent 3 semaines après qu'ils envoient quand même des armes à Kagame. Vous ne comprenez pas quoi? Tout est clair. En fait, le projet de sécession, et nous n'avons de cesse de mettre en garde les Congolais contre ce qui est actuellement en train de se dérouler contre leur pays. Le projet de sécession avance à grands pas. Il atteint déjà sa maturation. Les acteurs pour cette sécession, il y a ce Tshisekedi même. Tout ce qu'il fait, c'est du cinéma. Parce qu'il sait que le projet, c'est la sécession. Mais il fait semblant de ne pas le savoir. Et il distrait le peuple congolais en parlant de mobilisation. Souleymane Azat a parlé du temps pour rendre opérationnel des soldats, des jeunes mobilisés qui n'ont pas encore d'expérience militaire. Il parle de 2 ans. Mais vous voyez Tshisekedi qui vous dit qu'il veut résoudre un problème imminent. Et il commence par la mobilisation. Vous voyez Tshisekedi qui, pendant qu'il est sous un embargo militaire, il peut acheter les armes en France. Les armes qu'il a achetées, c'est en France. Il va acheter les armes en France. Vous imaginez ce pays-là, et le pilote qui devait lui livrer les armes à la fin fait semblant, dit que non, on a confisqué les armes. Vous voyez, c'est pas sérieux. Ça veut dire que ce même Tshisekedi joue un mauvais jeu. Parce que vous ne pouvez pas aller là où les gens vous ont dit qu'ils ne vous vendent pas les armes. Vous donnez de l'argent pour acheter les armes. Ils ne sont pas des malades mentaux, ceux-là. Ils ne sont pas des fous. Et je ne pense pas que Tshisekedi lui-même soit un fou. Même s'il n'a pas été très brillant à l'école, il est au moins, il a une once d'intelligence. Ça veut dire qu'en fait, il joue à un très mauvais jeu où il agit, c'est le sociologue camerounais Claude Abbé qui parle de la gesticulation. La gesticulation, c'est le fait de donner l'impression d'être mobile et pourtant on fait du surplace. Vous gesticulez, vous donnez l'impression de vous déplacer alors que vous êtes toujours sur place. Vous êtes dans une force inerte. Et c'est ce que fait Tshisekedi. Il gueule beaucoup, il tient des discours braves, il tient des révoltes muettes, mais sur le terrain, il n'équipe pas l'armée. Il ne change pas le traitement des militaires. Le grand problème de l'armée congolaise encore aujourd'hui, c'est la ration alimentaire mensuelle, la RAM. Les militaires congolais le répètent, la RAM, la ration alimentaire mensuelle. Voilà l'un des gros problèmes, l'un des épineux problèmes qui fait que parfois vous avez 300 soldats combattants de M23 qui viennent affronter une garnison de l'armée congolaise et vous avez les soldats congolais qui sont en débandade. Ils n'ont pas des armes à la hauteur de ce qu'ils ont en face.
Vous avez des gens qui viennent, ils n'ont même pas de char. Et l'armée congolaise, elle aussi, n'a pas de char. Pourtant, elle défend son territoire. Donc, avec tout ça, on sent que le Tshisekedi veut nous entraîner dans une distraction. Et ça semble marcher. Parce que les stratèges états-uniens se sont assurés d'avoir suffisamment domestiqué la vie politique congolaise. Oui. Les hommes politiques congolais ne réfléchissent pas en dehors de l'horizon occidental. C'est malheureux. Mais cette classe politique-là est acquise à un discours de bravade, de jérémiade et de propos sans suite. Et c'est ce que Tshisekedi sert dans un discours. C'est un affrontement verbal qui malheureusement ne va pas aider le Congo. Affrontement verbal qui ne va pas aider le Congo. Merci en tout cas Jonathan Batengene. On va afficher le numéro pour nos téléspectateurs qui souhaitent naturellement donner leur avis sur cette question, ces déclarations qui fusent d'un camp comme dans l'autre. Est-ce qu'on se retrouve là dans un risque de guerre, de confrontation directe, Suleiman Hamzat? Est-ce qu'on se retrouve dans un risque justement de confrontation directe entre Kigali et Kinshasa? Tout à fait, la confrontation elle est déjà là sur le plateau. Quand vous accusez nommément votre voisin d'être l'ennemi de votre pays, plus ou moins être le chef de l'État de ce pays, mais vous ouvrez la boîte de Pandore. Vous n'oubliez pas que dans une république, il y a toujours des turiféraires de guerre qui n'attendent que la moindre occasion pour allumer des foyers de tension partout où cela peut être vu. Mais je voudrais un peu revenir à ce qu'a dit Jonathan Batengene. Je lui donne entièrement raison. Je fais la même analyse dans le sens là, n'est-ce pas, de la dislocation de cette grande république, la République démocratique du Congo. Qu'ils vous souviennent, déjà, en dehors des guerres, Katanga, il vous l'a cité, hein, il vous a donné un certain nombre d'exemples sur les guerres de sécession qui ont eu lieu au Congo. Mais à côté, je l'ai souvent dit, quand vous ne savez pas faire, quand même, essayez de lorgner, voire tricher, copier même ce qu'il y a de positif chez le voisin. Est-ce qu'aujourd'hui, le Congo devrait aller dans une rhétorique de guerre? Je ne pense pas que ce soit mon avis. Et partant, je donne raison à Jonathan qui dit, qui va un peu lorgner sur la capacité managériale, n'est-ce pas, du président congolais à gouverner ce pays-là, qui est grand, je ne sais pas combien de fois la France, combien de fois, on peut retrouver presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest dans ce pour voyager, même vous partez du nord du Congo, vous allez jusqu'au sud, vous avez environ pour, je ne sais pas, 1-2 heures de vol. C'est un pays, mais c'est un pays continent. Donc, si vous n'avez pas la capacité à diriger, faille-t-il s'interroger maintenant, nous autres, sur son accession au pouvoir? Comme le dit Jonathan, était-il réellement préparé à l'exercice du pouvoir? On ne vient pas au pouvoir qui veut. Et surtout, on ne vient pas faire ce qu'on veut parce qu'on a les gouvernements de l'État. Ça vous rattrape. Le procès en cours en Guinée en est un exemple patent. Quand vous arrivez au sommet de l'État, faites très attention à ce que vous faites. Je vous parle du point de vue de mon expérience auprès de certains chefs d'État, d'autres qui n'y vivent plus aujourd'hui, qui sont plus en vie, d'autres qui coupent derrière les barreaux et d'autres qui se cherchent à travers, n'est-ce pas, la planète. Ça vous dire quoi? Il faut nécessairement avoir une préparation endogène et exogène, n'est-ce pas, à la prise du pouvoir. Et partant, avoir une méthodologie de conquête de pouvoir bien établie. On ne vient pas au pouvoir parce que, bon, l'autre, il y a eu des passes d'âme là, dans la nuit. Vous vous souvenez cette nuit des élections où on voyait, tout le monde voyait un autre potentat, c'est-à-dire un autre candidat gagner. Je ne cite pas son nom. Il n'arrête pas de réclamer sa victoire tous les jours. Et tout de suite, là, on voit un Tshisekedi qui apparaît, qui devient président de la République démocratique du Congo, à la surprise des hommes avertis comme nous autres. C'était une grosse surprise. Mais Kabila a joué son jeu en pensant que
le schéma qu'il avait mis en place, qui lui permettrait de rebondir 4-5 ans plus tard, a été rapidement mis à mal par le même Tshisekedi. Et aujourd'hui, vous voyez que les rwandophones, comme le dit mon co-débatteur, qui sont, n'est-ce pas, qui ont, n'est-ce pas, pris les arcanes, disons, techniques et stratégiques de l'armée congolaise, n'est-ce pas, sont aujourd'hui décriés, ils sont poursuivis, arrêtés, et cela, je ne pense pas que cela puisse faire plaisir quand même à Paul Kagame, qui voit des militaires de son pays d'origine arrêtés et mis dans des conditions inacceptables, n'est-ce pas? Il y a ce cas-là, mais allons de manière géostratégique à analyser encore la portée de la teneur des idées de mon co-débatteur. Le Soudan, vous avez bien vu qu'ils ont fini par émietter, ils l'ont mis en deux. Il y a le Soudan du Nord, il y a le Soudan du Sud. Aujourd'hui, les deux frères soudanais regrettent presque, n'est-ce pas, cette division-là, du fait que toujours des mêmes ressources, le pétrole. Allez voir le cas de la Libye, qui est encore déchiré jusqu'à aujourd'hui. On ne sait même pas qui gouverne la Libye d'aujourd'hui. Il y a un bloc de l'Ouest avec le maréchal Haftar, il y a ceux de Tripoli reconnus par la communauté internationale. Et ça profite à qui? Le crime profite à qui? À ceux qui ont besoin du pétrole libyen et qui le puisent, n'est-ce pas, à aisance. Allez voir du côté, mais d'ailleurs, venons chez vous, au Cameroun, la crise ambazonienne. Ça vous dit quelque chose? Donc vous voyez à quel point ces gens-là, ils n'arrêtent pas. Allons encore un peu plus loin, du côté de l'Éthiopie. Heureusement que le Premier ministre Abiy Ahmed a su prendre ses responsabilités. Et lui, il a carrément troqué très rapidement sa tenue de civil, n'est-ce pas, à sa tenue militaire pour faire amener et faire régner l'ordre aujourd'hui en Éthiopie. Allons encore un peu plus loin, si on peut citer le cas aujourd'hui du Congo. Revenons du moins au Congo, qui depuis une dizaine d'années, comme je le dis mon co-débatteur, assujetti à une sorte de génocide. J'ai tenu des débats sur plusieurs plateaux de télévision sur les massacres au Kivu. Mes chers frères, laissez-moi vous dire que c'est au-delà de ce que peut penser l'être humain. C'est au-delà du génocide. Vous voyez des femmes éventrées, vous voyez des enfants carrément dont le cou est sexuel, des bébés qui sortent du ventre, à qui on coupe, n'est-ce pas, la gorge. Il y a ces gens, sans parler du célèbre, n'est-ce pas, docteur, qui traite toutes les femmes violées dans le Kivu, qui a d'ailleurs même reçu un prix, n'est-ce pas, des Nations Unies, j'oublie un peu son nom. Vous voyez à quel point ce pays-là est déchiré. Et là, je vous parle de tout ce qui concerne, n'est-ce pas, le peuple congolais. Quand vous portez de cette problématique-là au niveau étatique, mais c'est le monde des ténèbres là-bas. Il y a des affaires qui se font, il y a des gouverneurs qui sont impliqués, vous voyez des aérodromes qui apparaissent en pleine forêt, qui vous souviennent, comment il s'appelle, le célèbre journaliste africain, Alain Foucault, voilà, qui a fait un reportage en plein milieu de la République démocratique du Congo. On sait qu'on a retrouvé une équipe de Chinois en train d'extraire des mines, ils ont même creusé, ils ont même bâti un aérodrome à partir duquel partaient directement les métaux là, directement jusqu'en Chine. Et tout cela sous le couvert d'un gouverneur qui d'ailleurs n'a jamais été arrêté jusqu'à ce jour. Je voudrais aussi faire remonter ici la rencontre que le président Tshisekedi a eue, n'est-ce pas, avec la jeunesse. Il y a un jeune entrepreneur, n'est-ce pas, congolais, mais franchement qui lui a remonté les bretelles, n'est-ce pas, accusant son gouvernement de corrompu. En Mondovision, ça n'a pas été caché, n'est-ce pas, son gouvernement de corrompu, les directeurs généraux qui devaient fabriquer, lui, Tshisekedi, qui avait dit au départ de son mandat vouloir faire des millionnaires congolais, mais le jeune lui a dit, mais monsieur le président, que dalle, il n'y a rien qui se passe au Congo. Nous souffrons, nous avons des problèmes. Et ceux que vous nommez sont des gens qui nous créent plus de problèmes qu'il en fallait. Et puis, il va jusqu'au bout en lui disant, mais nous sommes des Congolais. Nous sommes nantis de haut diplôme. Comment se fait-il que vous avez nommé des expatriés à notre place? Vous nous traitez d'incapables? Sommes-nous un pays d'incompétence ou des cadres incompétents? Vous voyez à quel point le problème congolais, il est profond. Il est non seulement géopolitique,
Il est un peu ethnique, de par, n'est-ce pas, cette cacophonie entre le Rwanda et tout ce qui est venu du Rwanda durant la guerre, durant la chute du président Mobutu. Et enfin, il est géologique, du point de vue des mines, de toute cette pléthore, n'est-ce pas, de multinationales appuyées par des gouvernements occidentaux qui viennent, ils viennent de vous le dire. C'est les mêmes qui accusent le Rwanda, qui décrit le Rwanda à travers des rapports. J'ai lu le dernier rapport de la CIA sur le Rwanda en matière de coopération militaire, qui disait que le Rwanda, n'est-ce pas, supportait le M23. Il le dit dans le rapport, c'est écrit noir sur blanc. Mais comment se fait-il que ces mêmes-là lui donnent 21 millions d'euros dans le cadre de l'armement? On se fout de qui? Mais on nous prend pour des idiots. C'est à croire que notre président aussi verse, n'est-ce pas, dans une invective, n'est-ce pas, qui aujourd'hui anime leurs sentiments, n'est-ce pas, de prédation. Je veux parler plus particulièrement du président du Rwanda, mais d'autre part, de celui du Congo qui est dans une incapacité totale à prendre en main, n'est-ce pas, la gestion de son pays. Il arrête des généraux, il se crée des ennemis en interne, il veut qu'au plan extérieur, il veut être aidé. N'oubliez pas, vous avez tenu, cher Bachir Ladan, une émission énigmatique, en ce sens-là, dans le cadre qui visait d'ailleurs la création d'une base militaire ou d'une académie militaire occidentale en République démocratique du Congo. Les choses n'avancent pas. Aujourd'hui, c'est le même Tshisekedi qui accuse l'Occident de vouloir le renverser à travers Kagame. Allez lire, j'ai lu quelques feuillets du rapport du coup d'État manqué, qui a fait l'objet d'arrestation de plusieurs officiers, n'est-ce pas, d'origine rwandaise, mais qui sont, n'est-ce pas, incorporés à l'armée congolaise. Donc, en conclusion, je voudrais vous dire, sans aller verser sur le côté un peu académique du président congolais, d'ailleurs, qui avait été décrié par la même Belgique, qui traitait son bac de faux. N'oubliez pas, son diplôme du bac a été taxé de faux. Mais écoutez, au temps de nos parents, il n'y avait pas de bac. Au temps de nos arrière-parents, il n'y avait pas de diplôme d'architecture, tout ça là. Ceux qui ont construit les pyramides du Caire n'ont jamais fait la Sorbonne. Ils ne sont pas sortis de l'université d'Harvard aux États-Unis. C'était des gens qui avaient un savoir endogène, n'est-ce pas, sur la base de laquelle, d'ailleurs, ils ont pourvu le monde en mathématiques, en géométrie, en coopération, en termes même de découverte. Je pense que celui qui a découvert les premières îles américaines était un Malien, un ancien roi malien, à côté de ce qu'on nous vend que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Donc, vous voyez, c'est nous prendre pour des idiots. Il va falloir que nos chefs d'État prennent leurs responsabilités. Et ça, c'est raison garder, parce que ce genre de propos où on se lance, n'est-ce pas, des pics, on sait toujours quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit. Le peuple congolais est fatigué, il y en a marre. On n'a plus besoin de chefs d'État qui viennent allumer, n'est-ce pas, qui jettent, n'est-ce pas, une bûchette d'allumettes à la station d'essence. On a plutôt besoin d'avoir le calme, la sérénité, d'organiser les masses, d'organiser, n'est-ce pas, l'appareil de l'État à fournir le premier bien qui est celui de la sécurité, de la quiétude, de la tranquillité à ce peuple-là. Ensuite, venir aux simples besoins fondamentaux qui leur permettent, n'est-ce pas, de vaquer à leurs préoccupations quotidiennes. Le président congolais ferait mieux de se raviver. Et gare à lui, je vous le dis, s'il plonge la jeunesse congolaise dans cette histoire de recrutement à tout va, machin, c'est une insulte déjà à l'armée congolaise. C'est traiter l'armée congolaise actuelle d'incapable, n'est-ce pas, à prendre les taureaux par les cornes, au point d'aller engager, n'est-ce pas, au fait d'engager notre recrutement qui consiste à mobiliser cette jeunesse-là, certes, à laquelle, cette jeunesse à laquelle il n'a pas pu apporter pas de solutions au niveau du développement et encore moins au niveau de l'emploi. Donc, je suis parfaitement d'accord, entièrement d'accord avec mon co-débatteur sur cette thématique-là, et je pense qu'il faille, n'est-ce pas, réfléchir à l'avenir, et je parle des populations africaines en général, à savoir choisir ses dirigeants.
nous sommes responsables de nos choix, n'est-ce pas? Il faut les assumer, même si à un moment donné, ils sont pourris, mais quand même, il ne faut pas aller aux extrêmes et prendre des dispositions pour que ce que nous avions déjà vécu de mal ne se répète. Pour cette brillante analyse et qui nous permet de donner la parole à nos téléspectateurs. Abou d'Angleterre est en attente depuis quelques minutes déjà. Cher Abou d'Angleterre, bonsoir et merci de nous retrouver. Vous avez la parole. Bonsoir, très cher frère Bachi là-dedans. Oui, c'est monsieur Abou depuis l'Angleterre. Je suis tellement content de vous revoir ce soir. Sentez-vous saluer avec beaucoup d'amour profond, de paix et de joie. Bachi, je persiste, vous êtes le meilleur journaliste du monde. Je salue tous vos invités d'honneur, le brillantissime Jodaka, monsieur Hamza du Bénin, les techniciens et tous les appelants. Une fois que j'ai dit ça, Bachi, en ce qui concerne la problématique de ce soir, vous savez, nous, néo-panafricanistes, nous disons qu'il est temps de donner un message fort à tous ces pays-là qui se prêtent à ce jeu où ils viennent déstabiliser toujours leurs voisins. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'est du Congo, pour nous, a assez perduré. Les Congolais ont assez souffert, alors que ce que nous disons, c'est quoi? C'est que en Afrique, on ne peut pas accepter qu'après avoir souffert des assauts des impérialistes, que certains petits pays africains maintenant se prêtent au jeu des impérialistes pour être encore ceux-là même qui vont faire perdurer la souffrance des Africains en déstabilisant, en se prêtant au vaisseau, en étant le canal par lequel on passe pour déstabiliser les autres pays. C'est pourquoi que nous disons aussi qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Il faut, cette fois-ci-là, sévir sur Kagame. C'est-à-dire que ce petit pays qui a connu elle-même un martyr, parce qu'il y a eu un génocide là-bas, qui devait avoir pitié de l'Est du Congo ou bien des Congolais et comprendre que tuer des gens comme ça pour leur bien n'est pas normal, mais c'est elle qui s'adonne toujours à cette sale besoin-là et n'a que ça pour modèle économique. Et aujourd'hui, partout où elle a doublé en Europe, jusqu'à ce que de l'Angleterre, on rapatrie même des migrants là-bas. C'est le seul pays, le Rwanda, qui a accepté, en ce plein 21e siècle-là, où un être humain, par essence, a le droit de résider où il veut. Ça dit que l'immigration, c'est un droit universel pour l'être humain. Le Rwanda prend sur son sol un petit pays qui n'a même pas de débouché pour ses propres citoyens, mais elle accepte qu'on rapatrie des Africains de tous bords sur le territoire rwandais, sachant qu'elle ne peut pas leur offrir du travail. Donc c'est dit quoi? C'est dit que c'est un pays qui sert de gangrène, de cancer pour l'Afrique. Et pour ce fait-là, nous disons que même si le timing, aujourd'hui, par Tshisekedi, nous pouvons le reprocher que c'est un choix politique. Il essaie de se redorer le blason. Peu importe. Ce qui nous importe, c'est que la récréation là-bas a assez duré. L'Est du Congo a trop souffert. Il faut mettre fin à ça. On ne peut pas admettre en plein 21e siècle qu'un petit pays vienne se foutre d'un grand pays comme le Congo et qu'on sait que c'est un scandale géologique là-bas. Il faut simplement que le Rwanda veuille faire du commerce tout avec le Congo. Elle va bénéficier. Que de venir faire du brigandage en plein 21e siècle comme ça, en mondialisant, voler et se gargariser qu'ils ont une bonne gouvernance. Nous disons qu'on ne veut plus de ces exemples en Afrique. Tous ces pays, comme nous, moi je suis ivoirien, en tant qu'Ivoirien, on a vu, quand il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, le Burkina était devenu premier producteur de café et de cacao. Donc c'est des trucs qui ne sont pas acceptables. Quand on sait qu'il n'y a même pas un plan de café et de cacao au Burkina, mais le Burkina était devenu un grand vendeur de café et de cacao à cause du café de la Côte d'Ivoire. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Que des frères africains, rien que pour le bien de leurs voisins, ils sont prêts à tuer leurs voisins pour voler. Donc, pour nous, il est temps que le peuple congolais se lève comme un homme
parce qu'ils sont nombreux, ils peuvent écraser le Rwanda en un seul jour et qu'ils mettent fin à ça. Parce que il faut un exemple. Il faut que le Rwanda soit frappé de façon exemplaire pour que les autres peuples comprennent qu'en ce 21e siècle, ce n'est pas admissible. Merci à vous. Aille déstabiliser son voisin. C'était Abou depuis l'Angleterre. Merci à vous, très cher Abou d'Angleterre. Et nous restons au téléphone avec Gallo Célie qui nous appelle. Bonsoir Gallo Célie. Bonsoir Monsieur Ladan, bonsoir à vos invités, bonsoir à mon ami Abou qui appelle depuis l'Angleterre. Monsieur Ladan, je crois que Monsieur Batengene a mis le doigt sur le point essentiel. Monsieur Tshisekedi est dans une grosse comédie. Vous avez bien fait de nous montrer l'atmosphère dans laquelle il faisait cette déclaration. Il parlait face à un prétoire de personnes qui n'étaient là que prêts à manger, boire et danser. Si ce monsieur avait tenu, s'il avait tenu ce discours dans une caserne militaire ou bien lors d'un conseil de sécurité, mais on le prendrait un peu au sérieux. Ça c'est de la comédie. Mais comment sommes-nous arrivés là? C'est-à-dire qu'il fallait déjà, je crois nous on avait senti ça depuis le début. Parce que comme la façon dont ce monsieur a été parachuté à la tête du Congo, nous a bien montré qu'il venait dans l'agenda des Américains ou bien de ces étrangers-là. C'est-à-dire que si on ne leur permet plus d'exploiter le Congo, ils préfèrent le couper en 2 ou en 3. Parce que le président Kabila avait fait un effort de vouloir contrôler toutes les richesses du Congo. Et ils se sont dit, cet homme-là, il n'est pas bon pour nous, il faut nous amener un homme lige. Et depuis que cet homme lige est arrivé, l'ONU qui tue les Congolais, il y a plus de 25 millions de Congolais qui ont été tués depuis 20 ans que l'ONU est au Congo. Ils sont là toujours en train d'exploiter le Congo. Et c'est là où je mettrai un bémol par rapport à ce que vos invités ont dit. Mais avant d'y arriver, en quoi consiste cette discrétion de M. Tshisekedi? Il endort les Congolais. Il nous amène dans des balles de remettre 2 dents, 3 jours de Lumumba, 3 jours de fête, je ne sais pas comment, de deuil national, 6 jours de visite du roi. Mais bref, il y a tout un arsenal là qui est en train d'endormir les Congolais. Deuxième forme de distraction, chaque fois qu'il y a un concert de Fally Ipupa ou bien de Kofi Olomide, c'est des millions de Congolais qui sont au concert. Mais dès qu'on leur dit d'aller défendre les mamans et les petites filles que ces vampires de l'ONU sont en train de violer, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Maintenant, quand on va plus loin maintenant pour parler du Rwanda, c'est là où je disais, je mets un bémol. Parce que mon bémol vient du fait que tant que le Congo est exploité par les étrangers, pas des non-africains, ça arrange toute cette communauté internationale. Mais dès qu'un Africain s'y intéresse, là, on va nous sortir tout un arsenal. Monsieur Tshisekedi qui menace Monsieur Kagame comme ça, qui nous dit à quel moment il a menacé un de ses représentants de l'ONU qui viole nos enfants dans le Congo depuis plus de 20 ans. Il ne tient aucun discours, mais il va parler à son frère. Et il parle avec quel discours? Qu'est-ce que Tshisekedi peut faire contre Kagame? Il va aller prendre des gens qui dansent, qui se comment on appelle ça, qui se maquillent du matin au soir pour aller combattre. Mais ça, c'est de la comédie. Donc, c'est pour ça que je dis, faisons très attention. Parce que si le Congo avait investi dans cette région-là, s'ils avaient créé ce qu'on appelle l'aménagement du territoire dans ces régions, Kagame ne serait jamais là-bas. Ou bien si Kagame venait là-bas, c'était en coopération. Mais c'est parce que c'était des zones de non-droit que Kagame s'est installé là-bas. Ben maintenant, monsieur Ladan, franchement, il faut qu'on tire la sonnette d'alarme. On ne va pas laisser ce monsieur-là nous entraîner dans une aventure où, après avoir tué des milliers de Congolais, ils vont remplir le cahier de charge des Occidentaux qui consiste à tuer les Africains. Parce que lancer une guerre contre le Rwanda, c'est se mettre à tuer les Africains pour rien. Parce qu'à la fin des fins, tout le trésor congolais va continuer à partir chez ces étrangers-là. Donc c'est là que je dis, il faut vraiment, comme le disait mon frère Abou, on a déjà tué assez de Congolais comme ça, mais on ne va pas passer au-delà et aller tuer les Rwandais. Il faut arrêter Tshisekedi avant qu'il nous mène à une guerre inutile. S'il veut arrêter cette guerre de manière très soft, c'est très simple. Il mobilise l'armée, il couvre cette région-là, il crée des industries qui vont exploiter les mines de manière officielle sans être dans les détournements qu'ils sont en train de faire depuis plus de 30 ans dans ce pays. Voilà ce que je souhaitais dire. Bonne soirée à vous.
Très cher Gallo Célie, et nous partons du côté de la Côte d'Ivoire où Justin nous appelle. Bonsoir Justin. Bonsoir Bachir, bonsoir aux panélistes, bonsoir à la chaîne panafricaine For You TV. Je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez. Je n'ai pas de droit de route, au fait, je ne vais pas tourner. Concernant le problème du Congo, Bachir, le problème du Congo ne date pas d'aujourd'hui. Le problème du Congo ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je suis attentivement les documentaires du journaliste d'investigation Charles Onana. J'ai suivi aussi d'autres journalistes d'investigation. Et quand vous suivez bien ce monsieur, très objectif dans ses recherches, il a démontré par A plus Z que l'Est du Congo était victime du pillage par le gouvernement rwandais. Il n'y a pas de rebelles à l'Est du Congo. Sinon, pourquoi le président Kagame ne demande pas au président Tshisekedi et à l'armée congolaise, en plus de son armée, de mener une action conjointe à l'Est du Congo pour éradiquer cette rébellion-là? Quelle est cette rébellion qui vit à l'Est du Congo depuis 1994 et qui n'a jamais été éradiquée? Bachir, dites-le moi, je vous écoute. Quelle est cette armée rebelle qui est à l'Est du Congo et qui n'a jamais été éradiquée? Et à chaque fois, l'armée congolaise mène des actions à l'Est du Congo. Il y a des morts, il y a des femmes qui se font violer, il y a des femmes qui se font éventrer, il y a des enfants qui sont mutilés. Et à chaque fois, c'est la même chose. Les Nations Unies ont des rapports détaillés sur tout ce qui se passe à l'Est du Congo. Le Congo est un pays immensement riche. Et l'Est du Congo, là, on n'en parle même pas. C'est une catastrophe géologique. Il n'y a aucun rebelle à l'Est du Congo. Il n'y a que l'armée rwandaise, avec l'aide de ses parrains occidentaux, qui pille l'Est du Congo. Ça, il faudrait qu'on se dise la vérité. Sinon, quelle est cette rébellion-là qui est toujours à l'Est du Congo et qui est toujours matée et qui ne disparaît pas et qui est toujours là, et à chaque fois l'armée rwandaise mène des actions à l'Est du Congo? Quelle est cette rébellion? Qui finance cette rébellion? Qui est derrière cette rébellion? Il faudrait qu'on nous le dise. Les Nations Unies sont informées, les Nations Unies ont toutes les informations sur tout ce qui se passe à l'Est du Congo. Mais personne ne parle. Le président Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, il avait toutes les informations sur ce qui se passait à l'Est du Congo. C'est pas maintenant. Il avait toutes les informations. S'il a besoin d'aide, mais qu'il dise ouvertement, il y a des pays qui sont disposés à aider le Congo-Kinshasa à sortir cette situation. Mais s'il s'assoit à Kinshasa pour chanter, ça sera la même chose. Le président Kagame a des soutiens très solides, économiquement et militairement. Mais que le Kinshasa aussi cherche aussi des soutiens solides pour faire face à ça. Sinon, c'est pas maintenant que le problème est là, Bachir. C'est depuis 1994. Jusqu'à aujourd'hui, le problème n'est pas encore résolu. Il y a toujours des rebelles à l'Est du Congo, mais ils sont en train de piller le Congo, ils sont en train de massacrer le peuple congolais. Il y a plus de 8 millions de morts au Congo. Personne n'ose parler du génocide. Et ça continue. Le secrétaire général de l'ONU n'ose même pas parler. Aucun pays n'ose parler du massacre à l'Est du Congo. Et la situation est là, toujours comme ça. Il faudrait que ça change. Soit le président rwandais demande humblement au président congolais de mener une action conjointe, l'armée congolaise et l'armée rwandaise, soit que le Congo mène une action directement contre l'armée rwandaise. Et ce qui va suivre, suivra. Quelle est cette histoire qui est là, qui est perdue, on ne peut pas régler? L'Union africaine n'en parle même pas, les organisations sur le genre n'en parlent même pas, le Conseil de sécurité n'en parle pas, personne n'en parle. Et le Congo se fait piller, les Congolais se font massacrer comme ça depuis jusqu'à maintenant. Je vous remercie, Bachir. Merci à vous également, cher Justin de la Côte d'Ivoire. Et je reviens à vous, cher Batenguini. Justement, on a écouté quand même l'inquiétude de la plupart de nos téléspectateurs. Gallo Célie qui estimait que, tout comme vous d'ailleurs, on peut se retrouver dans une situation où des Congolais se fassent encore tuer ou d'autres Africains. Ce serait toujours la perte de l'Afrique. Notre ami Justin qui s'interroge quand même sur le fait que cette guerre ait perduré comme ça. Est-ce qu'il n'y avait pas une possibilité d'aller vers une sorte de force multinationale entre justement le Rwanda et la RDC? Une question qui pourrait faire rire, mais qui pourrait être aussi une solution à cette crise. Il émet
C'est une question qui rejoint une préoccupation qui a déjà été adressée au niveau international. Oui. Les accords de Luanda, Oui. 2004, les accords de Nairobi, 2013, ces différents accords convergent sur le fait qu'il faille créer une force d'intervention conjointe avec le Rwanda et l'Ouganda pour lutter contre les groupes. Parce qu'il n'y a pas que les FDLR qui menacent le Rwanda, le M23 qui menace la RDC, il y a aussi les ADF NALU qui menacent l'Ouganda. Donc il faut ils avaient réfléchi à une conjonction de forces qui permettrait de lutter contre les différents groupes armés non étatiques. Et bien plus encore, Luanda garantissait la création d'une force d'intervention, une brigade d'intervention des nations de la MONUSCO, qui avait la possibilité d'intervenir pour traquer, c'est très clairement dit dans la convention, pour traquer les groupes armés non étatiques. Sauf que personne n'a pratiqué cela. Seul un seul pays l'a pratiqué. C'est la RDC, sous le président Kabila, en 2013, qui réussit à vaincre les M23, à les ramener à la frontière, du moins dans les bastions frontaliers du Rwanda, et à les obliger à se convertir à des métiers de la vie politique ou des métiers civils. Pourquoi les autres pays n'avaient pas accepté quand même d'appliquer cet accord de Luanda? Le Rwanda, pour des raisons stratégiques. Le M23, c'est véritablement une force militaire qui dépend du Rwanda. Quand les M23 ont été ramenés, j'ai bien dit dans des villes frontalières, pas au Rwanda, dans les villes frontalières. C'est-à-dire c'est des villes congolaises quand même. Des villes congolaises, mais qui ont, par exemple le sud Lubero, les Congolais sont plus à l'aise de savoir que les M23 sont là-bas. C'est un phénomène. Pourtant c'est un territoire congolais. Et les ADF NALU sont présents jusqu'à Goma. C'est-à-dire, c'est pourquoi nous soupçonnons même que dans le partage actuel, quand vous regardez les combats, il y a un affrontement indirect entre l'Ouganda et le Rwanda dans ce qui se passe actuellement. Sauf que les Ougandais ne le disent pas clairement, ils ne le montrent pas. Mais il y a un affrontement. Et Tshisekedi, c'est quand même étrange parce que il avait autorisé la police rwandaise à venir sur le territoire au mois de septembre 2021. Septembre 2021, il a autorisé cela. Donc on se pose bien des questions. Au niveau de la classe politique congolaise. Parce que la classe politique se souvenait au début des années 2000. Parce qu'il demandait quand même où est la cohérence. Tout à fait, parce qu'il y a eu des affrontements. Il y a eu des affrontements entre les forces rwandaises et ougandaises sur le territoire congolais au début des années 2000, quand il fallait faire appliquer les accords de Luanda. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'en 2013, il y a un seul pays qui est devenu le garant, qui a vraiment fait garanti le respect des accords de Nairobi. C'est la RDC. En 2015, conformément aux accords de Nairobi et de Luanda, la RDC engage des opérations de ratissage contre les FDLR, qui sont la rébellion qui sert de prétexte au Rwanda. Et les autorités de RDC ne vont pas connaître le soutien des autorités du Rwanda. C'est une autre question. Pourquoi le Rwanda, qui dit que le FDLR menace son territoire, n'accompagne pas la RDC pour combattre les FDLR? Donc il y a comme une volonté d'avoir toujours un adversaire, un alibi, pour maintenir cette pression sur la RDC. Le projet de partition de la RDC est très avancé. Et j'avais un petit exemple. Vous savez, Bachir, il y a un type de voleur qu'on vous retrouvez dans la rue. Eux, ils volent en bande. Et comment ça se passe? Pour que le vol soit bien orchestré, ils simulent une bagarre. C'est généralement un vol avec, comment on appelle, un vol à l'arraché ou bien un vol... Voilà, pickpocket. Donc, des gens qui vont tirer votre... Alors, ils simulent une bagarre. Et pendant que vous êtes préoccupé par l'ambiance délétère, ils vous dépouillent. C'est en fait ce qui est en train de se passer à l'est de la RDC, entre Tshisekedi et Kagame. Ne voyez pas tout ce qu'ils font là. Ils ne sont pas adversaires. Ils ne sont pas adversaires.
Ils ne sont même pas en train de s'affronter, tout ça, ils font des... C'est un jeu. Vous allez même entendre qu'il y a des affrontements à l'armée congolaise et l'armée rwandaise. Ce n'est pas vrai. Là, pour qu'il y ait une guerre, pour qu'il y ait une guerre entre deux pays, et mon frère Souleymane Hamzat maîtrise mieux, il faut au moins que l'on remarque dans l'un des pays qui a une volonté d'armement réelle. La RDC n'est pas dans cette logique. Le Rwanda est le seul qui se dote d'armes. Mais ces armes, ce n'est pas l'armée rwandaise qui l'utilisera. En fait, tout se passe comme s'il faut que le M23 réussisse son coup de manière magistrale. On va dire que c'est le M23 qui a réussi à créer des idées sécessionnistes. Les EDF Nalu, dont j'ai parlé, ils étaient actifs en novembre. Très actifs. Tous ces mouvements-là ont une velléité. Les EDF Nalu, eux, ils ont une velléité sécessionniste affichée. Donc, quand ils vont parvenir à la sécession, on va avoir l'Est du Rwanda qui sera excellemment partitionné par différents groupes. Et je parle toujours d'un élément. Au niveau du Katanga, Moïse Katumbi, l'incident se produit au mois de novembre 2021. Les forces armées congolaises ont des affrontements avec des groupes rebelles qui ont tué deux militaires. Les forces armées réussissent à éliminer 6 rebelles. Moïse Katumbi prend la parole et il dit quand il y a des violences comme ça où on tue les rebelles, ça va encore amener des violences, ça va ramener l'insécurité dans la ville. En fait, cette prise de parole, elle soutient qui? C'est un soutien aux rebelles. C'est un lapsus là. Tous ces acteurs, non, Bachir, tous ces acteurs sont dans une dynamique. L'Est, parce que nous, on parle actuellement du nord, du sud Kivu. Il y a le nord Kivu qui intéresse les EDF Nalu et qui intéresse tous les groupes qui sont pro-Ouganda. Il y a le sud Kivu. Le sud Kivu n'est que le signal qui est donné. Si la partition du sud Kivu réussit, ça va couper l'Est en deux. Parce qu'en haut, vous aurez le nord Kivu et en bas, vous aurez le Katanga, le Kasaï. Donc, ça sera facile de récupérer toutes ces zones-là. Et pourquoi pas, ils peuvent être audacieux, aller jusqu'au Kolwezi. Parce que le Kolwezi, c'est encore au sud-est. En tout cas, plus c'est conquérir, plus on a de l'ambition. Oui. Donc, il faut bien que les Congolais soient vigilants. Ce que nous sert Tshisekedi et Kagame, c'est de la pure comédie. C'est pour réaliser, en fait, le plan véritable. C'est comme ce vol en bande. On crée la bagarre pour distraire la victime. Merci, cher Batengene. On va redonner la parole à Souleymane Hamzat, certainement pour 1 minute. Ce sera notre conclusion. Souleymane Hamzat, alors, avec tout cela, la question que nous pose la plupart de nos téléspectateurs, c'est mais que fait la MONUSCO dans ce cas, dans cette région? Écoutez, la MONUSCO, elle est déjà décriée par le peuple congolais qui n'arrête pas de marcher tous les matins, lui demande de plier bagages. Oui. La MONUSCO n'est pas au Congo dans le cadre, n'est-ce pas, du rappel à l'ordre ou, n'est-ce pas, dans le cadre d'une intermédiation. La MONUSCO est là-bas pour du business. Vous n'oubliez pas, il y avait un char de la MONUSCO qui a mal négocié un virage, qui a chuté dans ce virage-là, et au constat, des populations ont remarqué que c'était, n'est-ce pas, un blindé qui était truffé d'or, de minerais de coltan et de diamants et autres. Ils sont toujours là où il ne faut pas. Ça fait combien d'années que la MONUSCO elle est au Congo? Mais il faille d'ailleurs, je souhaiterais vivement que nous abordons cette thématique un jour. À quoi servent les forces des Nations Unies si elles ne sont pas capables de défendre des populations pour lesquelles elles ont été envoyées dans un pays? C'est triste. C'était le cas en Côte d'Ivoire, c'est le cas au Mali avec la MINUSCA. Vous allez au niveau du Congo, n'en parlons même pas, c'est vacant. C'est triste de constater qu'une force qui a autant de moyens, qui dépense des centaines de millions d'euros chaque mois au maintien de la paix dans un État, mais qui au finish
reste incapable face à cette situation-là de ramener le calme. Mais je voudrais vous dire, cher Bachir, en quelques minutes, qu'au temps du président Kabila, je parle de Joseph, le fils, mais la République démocratique du Congo avait une armée redoutable. Cette armée-là, la même armée-là qui avait à sa tête, regardez bien cet officier, Mamadou Ndala, en présence ici du président Kagame, mais qui a bouté le M23 hors du Congo. C'est à quoi que les Congolais ont la mémoire courte. Et je suis heureux de voir qu'il y a un téléspectateur qui dit que, bon, en fait, il pense qu'à danser, à manger, à remplir les stades, au lieu d'aller défendre les leurs. Mamadou Ndala, le colonel Mamadou Ndala des forces spéciales congolaises, a bouté le M23 en quelques mois. Mais les bandes existent sur Internet. Allez sur Internet, tapez colonel Mamadou Ndala. Vous verrez qui est ce personnage. Quand les États-Unis ont fini par faire l'assassiner, ils ont fini par avoir sa peau. Par un type de lance-roquette, un type de lance-roquette RPG-7 sur son véhicule. Toute la troupe était... Allez voir les images. Allez voir les images et vous verrez combien de fois... franchement, ce soir, je suis en parfaite harmonie avec mon co-débatteur qui vous dit que ce qui se passe entre les deux chefs d'État, là, c'est franchement du yo-yo. C'est une mise en scène, elle est inédite, hein, n'est-ce pas? C'est déplorable. C'est déplorable de constater que des chefs d'État qui ont quand même eu du vécu par rapport à une situation sécuritaire, soit-elle celle dont j'évoque par rapport au colonel Mamadou Ndala, qui est une icône aujourd'hui de la lutte antiterroriste dans les Grands Lacs, et qui malheureusement n'est plus de ce monde. Mais quand même, il faille tirer des leçons de ce qu'a fait ces braves officiers, n'est-ce pas, pour permettre aux mamans congolaises, aux enfants congolais d'aller à l'école, aux femmes d'aller vaquer à leurs préoccupations, et aux hommes de se sentir quand même dans un pays assez libre. Mais la même armée, elle est là, elle n'a pas changé, elle a toujours les mêmes officiers en place, en dehors de ceux qui ont été tués, malheureusement, père à leur âme, mais qui n'arrivent pas à avoir les mêmes prouesses. Est-ce qu'au sein des forces spéciales congolaises, il n'y a pas des officiers qui se sont battus aux côtés du colonel Mamadou Ndala, qui ont l'expérience de la lutte contre le terrorisme, de la lutte contre le grand banditisme, et éventuellement de la lutte contre, n'est-ce pas, la déstabilisation des États. C'est triste de constater cela. Et vous voyez à quel point je sors de cette émission avec, n'est-ce pas, un chat dans la gorge pour dire aux Congolais, franchement, réveillez-vous. Ce pays est un très beau pays, un grand pays, je l'ai connu, je l'ai visité. C'est un pays qui regorge d'autant de minerais. Le Mali vous donne l'exemple. Suivez le Mali, copiez ailleurs, allez comprendre combien de fois, voilà, vous affichez à l'écran, n'est-ce pas, ce vaillant officier qui est félicité par le président Kabila lui-même à l'issue de cette débandade du M23 qui est rentré en forêt, qui s'est retrouvé de l'autre côté du territoire rwandais et même du côté du territoire angolais. Donc c'est vous voyez là la salle dépouille qui est portée, n'est-ce pas, par le peuple congolais. Il a été, mais vous voyez des mamans pleurer. Il y avait des mamans qui étaient à chaud, qui pleuraient à chaudes larmes. Les bandes existent sur Internet. Allez voir. Le colonel Mamadou Ndala, c'est un officier de haut rang, un officier hors pair, qui a eu en son temps la capacité de mettre en déroute une unité, une unité rebelle comme le M23. Il faut que le président Tshisekedi revienne aux fondamentaux. La sécurité, la paix, la quiétude pour sa population. Pas engager, n'est-ce pas, cette jeunesse-là, qui est dépourvue d'emploi et qui ne sait même pas là où de la tête, souffrait, mais qu'elle aille danser, qu'elle boive un peu de champagne, qu'elle se réjouisse à sa manière. Ils sont incapables d'apporter au peuple congolais le minimum pour pouvoir vivre tranquillement. Triste, vous voyez, là, c'est le véhicule dans lequel se trouvait le colonel Mamadou Ndala à feu, quand elle a été touchée par la roquette. Donc, c'est un monsieur dont je suis le parcours depuis, disons, une dizaine d'années. Malheureusement, il n'est plus de ce monde. Paix à son âme, que le Congo s'échine à trouver des officiers de son acabit, que de permettre aux politiques, en particulier ces civils-là, qui n'ont aucune maîtrise de l'appareil de l'État. Je me plains souvent de ça, hein,
de faire croire que les militaires sont des cancres. En réalité, quand ça chauffe, c'est à eux qu'on fait appel. Et je ne vois pas un Tshisekedi faire le pas par rapport à Kagame. Levons l'encre et puis disons-nous la vérité. Si ça nous avait Kagame, il va le regretter. Parce que Kagame, pour qui le connaît, c'est pas quelqu'un qui est réveillé avant-hier. Hein. Il y est, il est encore, je pense qu'il restera encore longtemps. À lui de faire très attention. Et depuis un certain temps, il fait déjà des tentatives il fait l'objet de tentatives de coup d'État et autres. Avec ces genres d'invectives entre les deux et ces genres de paroles qui est échangées de manière tonitruante, je parie et je crains que le pire est à venir du côté de la RDC, si tel est que très rapidement, la SADC, tous les chefs d'État, le patriarche Paul Biya et d'autres qui sont à côté, qui ont l'expérience, n'est-ce pas, de la gouvernance d'État, puissent les rappeler alors très rapidement et trouver une solution d'entente en vue de la paix dans la République démocratique du Congo. Je sors de cette émission le cœur un peu meurtri. J'ai une pensée, une très forte pensée pour toutes nos soeurs, toutes nos femmes, tous les Congolais de l'Est qui sont dans ce désarroi depuis 10 ans. Dieu veille sur la République démocratique du Congo. Merci à vous, For You Media, et en particulier à vous, Bachir Dadan, à mon co-débatteur, à toute la galaxie patriotique panafricaine. Merci à tous les intervenants. Participons davantage au débat. Cela participe aussi du fait que nous sommes à la recherche de solutions pour les problèmes africains. Que vive l'Afrique, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci très cher Suleiman Hamzat, vous avez tout dit et que dire d'autre que de donner rendez-vous à nos téléspectateurs demain, à la même heure pour le même programme, Inch'Allah. Bonne suite des programmes sur les antennes de For You Media Africa.